Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission BELS, Bien-être, les loisirs et la santé, dans laquelle nous allons partager avec vous le plaisir d'accueillir des invités qui vont nous parler justement des maladies psychiques. Nous avons aujourd'hui le médecin interne en médecine d'urgence, Farah Tagoli. Bonjour. Voilà, j'ai bien prononcé ? Oui, très bien. Voilà. Donc nous avons aussi à notre gauche Marilène Saint-Gabrayen-Tampini. Bonjour. J'ai fait l'effort de prononcer les deux noms de famille, j'y attache beaucoup d'importance. Nous accueillons encore Mireille Ramiandrisoa. Bravo. Merci. Bonjour. Mireille. Et bien sûr, vous connaissez tous Madame Christelle Cuche, notre chroniqueuse habituelle et psychologue. Bonjour. Alors donc, les maladies psychiques, en fait, on y met quoi ? Quelle serait la définition des maladies psychiques ? Alors, je dirais que ça désigne des affections mentales qui ont différentes origines et qui peuvent entraîner des difficultés dans la vie quotidienne d'un individu et ou de sa famille, des troubles du comportement, voilà. Est-ce qu'on peut avoir des exemples de ces maladies psychiques ? Oui, bien sûr. La schizophrénie, qu'on caractérise par une perte de contact avec la réalité et une distorsion de la pensée, des troubles anxieux, des troubles dépressifs, des troubles obsessionnels et compulsifs. Oui, effectivement, on peut en croiser plein autour de nous sans même les reconnaître en fait. C'est ça. Voilà. Et pour justement en parler, nous aurons aussi donc nos représentants de l'UNAFAM. Alors, vous pouvez nous décliner ce sigle ? Alors l'UNAFAM, donc qu'est-ce que c'est ? Donc UNAFAM, Union nationale des familles et amis de personnes souffrant de troubles psychiques. Donc c'est une association qui est reconnue d'utilité publique et qui a été créée en 1963. Donc l'UNAFAM concentre Ses objectifs. Merci, tous ces objectifs à soutenir les familles, à les aider, à les guider, à les informer et aussi à les former. Justement, Madame Cuche, vous connaissez bien cette structure parce que cette émission a été faite à votre demande. Oui, tout à fait. C'était un souhait de ma part de pouvoir sensibiliser le public aux maladies psychiques, de pouvoir accueillir ici aussi aujourd'hui l'UNAFAM pour association pour laquelle j'interviens lors de groupes de parole. Alors justement, on va peut-être aller voir ce premier reportage. Nous sommes allés vous rencontrer à ces groupes de parole. Bonjour. Nous sommes ici ce matin à la Maison des associations et des usagers au CHU de Belle-Pierre. On va ce matin accueillir un groupe de parole. Tous les derniers samedis du mois, le local est mis à disposition de l'UNAFAM. L'Union nationale des amis et familles de malades psychiques qui se déroule de 9h30 à 11h. Entrez. Je vais accueillir les personnes qui arrivent pour participer au groupe de parole. Ils ne connaissent pas, c'est pour ça qu'ils ont été bloqués devant, ils ne savaient pas où c'était. Surtout ceux qui arrivent pour la première fois, qui parfois hésitent. Voilà, bonjour à tous et bienvenue. Notre groupe de parole que nous faisons tous les mois, où on a la liberté de s'exprimer, où on va aussi échanger des informations, se donner des petits conseils, des petites astuces pour que notre quotidien soit un peu plus viable, on va dire. Et puis à vous de vous exprimer. Nous sommes tous concernés par les troubles de nos proches. Ce groupe de parole, c'est un groupe où tout ce qui se dit ici reste ici. Une feuille de présence que vous allez signer. Vous allez mettre votre nom ou votre nom d'emprunt, si vous voulez, votre pseudonyme. Je suis Christelle Cuche, donc psychologue. Je co-anime ce groupe de parole avec Mireille. Donc, comme elle l'a dit, c'est bien sûr strictement confidentiel, les échanges que l'on aura ce matin, dans le respect de la parole de chacun. Qu'on respecte aussi un temps de parole pour que tout le monde ait son espace d'expression. Moi, ma présence ici, c'est pour vous écouter afin de voir les actions à mettre en place pour vous aider. Donc l'UNAFAM, donc on est là pour aider les familles de personnes qui souffrent de handicap psychique. Donc ça peut être des dépressions, ça peut être la bipolarité, la schizophrénie ou tout autre trouble psychique.
Aider les familles. Effectivement, votre public ne sont pas les malades psychiques eux-mêmes, mais les familles, parce que je pense qu'il y a beaucoup de souffrance autour. Mireille? Beaucoup de souffrance. Et c'est vrai que ce sont des malades qui voient des médecins qui sont suivis, soit en CMP ou d'autres institutions. Mais les familles sont 24 heures sur 24 avec les malades. Donc, il n'y a pas de répit. Et l'UNAFAM, en fait, et à travers le groupe de parole, c'est le lieu où on va se regrouper, échanger. Parce que c'est vrai que dans notre société, c'est peut-être pas seulement à La Réunion, mais les maladies psychiques, c'est un peu tabou. Il y a eu une époque où on cachait ces malades psychiques ou ces malades mentaux, comme on disait à l'époque. Et alors que les familles proches, ils ont quand même besoin les familles se rendent plus malades que les malades, à force. Oui. Donc, ils ont quand même besoin aussi de soutien. Ils ont besoin qu'on les accompagne, qu'on les chouchoute, qu'on s'occupe d'eux, parce que on n'est pas en béton, on est aussi des humains très vulnérables. Donc, le groupe de parole, c'est ça. Oui, et c'est magnifique de se mettre à disposition de ces gens et de pouvoir les entendre. Cette souffrance, elle est pour les aidants. On en a parlé dans d'autres émissions, vous pouvez le retrouver. Cette souffrance, Madame Cuche. Oui, alors effectivement, et je pense que c'est en ça que les groupes de parole de l'UNAFAM sont très importants, parce que les aidants peuvent, à un endroit spécifique, parler de ce qu'ils vivent au quotidien. Et parfois, ils peuvent eux-mêmes entendre qu'ils peuvent être accompagnés, se faire aider, avoir eux-mêmes un thérapeute, par exemple, pour pouvoir parler de ce qu'ils vivent au quotidien, puisque c'est parfois tellement difficile à vivre. Oui, ne pas rester seul, ce serait peut-être le mot directeur qui suit ce reportage. Ne pas se laisser isoler avec le temps, et donc prendre le temps de rencontrer d'autres gens qui partagent la même problématique, échanger peut-être des pistes, ou ne serait-ce que poser ses bagages. Docteur, est-ce que vous accueillez, vous, des gens, des fois, qui sont dans des maladies psychiques, ou des gens qui viennent aux urgences, par exemple? Bien sûr. Aux urgences, il y a un pôle dédié à la psychiatrie. Donc, quand les personnes, par exemple, schizophrènes, sont en état délirant aigu et qu'il y a un risque d'auto-agressivité ou d'hétéro-agressivité, ils sont effectivement pris en charge aux urgences. Ensuite, on voit s'il y a une nécessité de les hospitaliser ou pas. Et là encore, en hospitalisation, il y a des choses qui sont mises en place pour les aider au mieux. Alors, effectivement, les urgences psychiatriques, mais il y a aussi ceux qui peut-être s'ignorent malades psychiques. Est-ce que on peut le découvrir à l'âge adulte? Est-ce que ça peut arriver à l'âge adulte, cette maladie? Oui, bien sûr. Toutes les maladies peuvent se découvrir à n'importe quel âge, que ce soit la dépression comme la schizophrénie. Il n'y a pas vraiment un âge où on le diagnostique. Il y a des formes précoces, il y a des formes tardives. Voilà. La dépression, donc, en fait partie. Bien sûr. Alors, on voit souvent sur Facebook des posts où des gens disent « J'ai toujours un café pour toi si tu es dans une période de vie difficile ». C'est un petit peu ce que vous faites, cette façon d'écouter. Eh bien oui, parce qu'on les accueille vraiment avec du café. Ce sont des personnes qui viennent chercher du réconfort, et ce sont des personnes qui viennent aussi chercher un endroit où ils peuvent parler librement. Parce qu'on ne peut pas, c'est des situations qu'on ne peut pas raconter partout, parce qu'on n'est pas toujours compris, ou après, ça peut aussi, vous savez, à l'UNAFAM, on lutte aussi contre la stigmatisation. Donc, ces personnes malades et les aidants font partie de la société. Donc, il faut qu'ils se prennent conscience que la société doit les accepter comme ils sont. Oui, on ne doit pas les regarder de travers. Non. On doit les regarder, les accueillir avec leur spécificité, leurs différences, et aussi, quand c'est possible, les soigner et une prise en charge. Est-ce que cette prise en charge est bien faite à La Réunion? Qui me répond? Alors En tout cas, donc l'UNAFAM se bat depuis des années pour justement aider les proches à accélérer cette prise en charge, parce que souvent les familles ne connaissent pas les droits des proches, les droits auxquels ils ont droit, et du coup l'UNAFAM se mobilise au niveau des institutions. Donc
au niveau de la CAF, par exemple, pour donc cette fameuse allocation, adulte handicapé. Donc l'UNAFAM s'est toujours battue pour que les proches aient ce droit-là. Et puis d'autres droits, le droit à une prise en charge humaine, la PCH, le droit d'être... La PCH, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Donc prise en charge humaine, c'est-à-dire donc les malades les proches qui sont atteints de troubles psychiques, ils ne savent pas se prendre en charge. Ils ont beaucoup de mal à gérer leur quotidien. Et donc l'UNAFAM se bat depuis des années pour qu'on vienne les aider, donc par la mise en place de structures. Il y a les SAMSA, les SAVS, donc ça c'est plus en métropole qu'à La Réunion. Mais l'objectif de l'UNAFAM à La Réunion, c'est de mettre en place tout ce qu'on peut apporter aux familles et aux proches par la même occasion. Très bien. Mais justement, pour rencontrer ces gens de l'UNAFAM, je le précise, le 11 et 12 juin, nous avons des journées dédiées aux seniors, aux gens porteurs du handicap, avec plusieurs structures, des gens qui sont porteurs d'autisme, d'autres de différentes dyslexies. Et puis, nous avons aussi des représentants de l'UNAFAM qui y seront. On peut venir les voir. Oui, exactement. Donc, il y aura un stand prévu à cet effet avec de l'information, de l'accompagnement aussi des proches. Alors, ce qui est important aussi au niveau de l'UNAFAM, il y a un service d'accueil. Donc, accueil, écoute famille. Donc on peut appeler donc en métropole, c'est du lundi au vendredi de 8h à 12h à 13h et de 14h à 18h. Donc ce sont des psychologues en fait qui répondent. Mais à La Réunion, on a aussi un service d'accueil et là c'est du lundi au samedi de 8h à 21h. Donc, pour l'accueil téléphonique. Accueil téléphonique, et on fait aussi de l'accueil en présentiel, c'est-à-dire si une famille est perdue, donc on peut prendre un rendez-vous et les accueillir pour les informer, pour que la personne aussi se libère, parce que souvent c'est un poids tellement important que la personne a besoin de parler et de rencontrer donc quelqu'un. Oui. Et ça, c'est important. Parce que parfois, le parcours de soins peut être très compliqué pour les personnes atteintes de maladies psychiques, avec parfois un passage aux urgences, parfois des rendez-vous avec le psychiatre qui peuvent être reportés parfois de plusieurs mois. Ça, c'est une réalité. Et donc, on peut avoir des personnes en souffrance. Et moi, ce que je tiens à dire, c'est que il est très important dans le cadre des maladies psychiques d'avoir un accompagnement médical et un accompagnement thérapeutique, puisqu'on sait l'importance des bithérapies et les bénéfices que ça a pour les usagers. Et aussi de dire que lorsque l'on ne se sent pas bien avec son médecin, lorsque l'on ne se sent pas bien avec son thérapeute, eh bien, il faut s'autoriser à en changer. Ça, c'est très important. Oui, nous sommes dans un pays où on a le droit de choisir son thérapeute et en fait, il faut qu'il se crée une alliance thérapeutique, c'est ça ? Exactement. Et à ce titre-là, donc l'UNAFAM est en lien avec aussi donc tous les établissements hospitaliers, les CHU, le PSMR, et nous sommes aussi représentants des usagers dans ces établissements. Alors, oui. Quand les gens viennent vous voir, parce que j'ai envie de dire que avec cette thématique qui est taboue, beaucoup ont envie de dire dans ma famille, il n'y a pas de fou. Indirectement, parce que c'est ce que les gens se disent parfois, malheureusement, et ils disent même oui, parce que si je dis qu'il y a un fou, peut-être qu'on va croire que moi aussi, il y a peut-être un terrain génétique ou pas. Alors, est-ce qu'on a une réponse là-dessus ? Je crois qu'à partir du moment où ils font la démarche de venir, de venir nous voir à l'UNAFAM, ils savent. Il n'y a plus le tabou, il est brisé. Donc ils ont envie d'en parler. Ils vont pas dire fou, mais donc c'est nous, UNAFAM, de dire la personne est atteinte de troubles psychiques. Posons les bons mots pour pouvoir ne pas donner un sens péjoratif. J'empruntais ce langage commun justement pour qu'on le démystifie, qu'on dise qu'il y a des bons mots qui peuvent remplacer cette terminologie inadaptée, bien sûr. Et nos objectifs aussi, côté UNAFAM, c'est de déstigmatiser. C'est le mot fou, il ne doit plus être employé. Il n'y a pas de fou. Il y a des personnes atteintes de troubles psychiques.
Et ça, il faut vraiment en parler, il faut informer les familles et il faut aller au-devant des familles. Donc on veut mettre en place des journées d'information dans les CMP, faire des portes ouvertes pour justement informer les familles. Et nous allons profiter de ces journées BELS aussi pour accueillir des familles, les informer et puis parler de ces troubles psychiques. Répondre aux questions en direct. Ceux qui se demandent, est-ce qu'on y est ou on n'y est pas? Est-ce que ça me concerne ou pas, docteur? Est-ce que vous avez des gens qui débarquent et que vous repérez aux urgences comme étant porteurs de maladies psychiques, mais qui n'ont jamais été identifiés, qui sont venus pour toute autre chose? Bien sûr, il y a différentes façons de diagnostiquer une maladie. Donc parfois, oui, ça nous est arrivé de voir quelqu'un délirant qui n'était pas connu délirant avant. Donc on est venu donc aux urgences pour un épisode délirant aigu et oui, on y prête beaucoup d'attention parce que par la suite, ça peut justement devenir une maladie ou ça peut s'arrêter à cet épisode-là. Et puis il peut y avoir aussi la problématique des addictions que l'on retrouve quand même fréquemment avec les troubles psychiques en comorbidité. Et parfois, on peut avoir une addiction qui va masquer une dépression. Ou ça, je vais peut-être vous laisser en parler si vous voulez bien. Oui, c'est ça. Quand on a quelqu'un, par exemple, sous alcool ou quelqu'un sous cannabis, c'est difficile. Ça peut masquer une dépression sous-jacente ou quelqu'un d'agressif aussi. C'est une des formes dépressives qu'on peut retrouver. Donc, oui, ça peut effectivement interférer avec le diagnostic. Et vous parlez de l'addiction. Est-ce que, par exemple, pour nos jeunes qui nous écoutent, est-ce que la consommation de l'alcool ou de cannabis peut être un élément qui va favoriser l'apparition de ces maladies? Oui, par exemple la schizophrénie par rapport au cannabis. Oui, bien sûr. Parce que j'avais lu une fois un article là-dessus qui disait la consommation d'un joint, une seule fois, peut suffire à être l'élément qui va faire de nous plus tard un malade porteur d'une maladie psychique. Les gens ne s'en rendent pas compte, c'est grave là, vous le confirmez? Les gens ne se rendent pas compte effectivement des conséquences qu'il peut y avoir sur les addictions au niveau psychique, effectivement. Surtout que quand même les adolescents sont particulièrement fragiles parce que notre ami médecin va certainement le confirmer, au niveau du cerveau, ils sont pas finis, on va dire. Et entre 15 et 25 ans, ils sont très vulnérables. Et la prise de cannabis et tout ça, ça peut avoir des effets délétères au niveau de ces jeunes parce que ça peut déclencher. C'est pour ça qu'au niveau de l'UNAFAM, ça sera aussi très important pour nous de sensibiliser au niveau des établissements scolaires, des jeunes, pour apporter aussi des témoignages, pour dire, vous voyez comment votre avenir peut être sabordé par juste une petite erreur de jeunesse. La difficulté, quand on parle de prévention, c'est un investissement sur le long terme. On le voit bien, hein. Par exemple, quand on dit porter un casque, parce que vous n'allez pas forcément tout le temps tomber à vélo, mais le jour où ça arrive, mieux vaut avoir le casque ce jour-là. Et donc, la projection du futur est difficile pour ces jeunes. Ils ont un sentiment d'invulnérabilité, ils ont un sentiment, c'est l'INRS dans un rapport qui le disait, l'Institut national de la recherche sur la sécurité, qui disait, les jeunes, ils se sentent invulnérables. Et donc, la mort ne concernera que les autres, ça n'existe pas pour eux, il y a un déni. Et comme vous le dites si bien, l'INRS avance que le cerveau n'étant pas fini, la notion de prévention est complètement abstraite et elle ne peut pas prendre l'ancrage qu'on souhaite. Par contre, ils peuvent avoir l'information et ils peuvent le comprendre intellectuellement. Et c'est déjà beaucoup. Et c'est déjà beaucoup parce que moi, je le vois chez les adolescents qui vont développer, par exemple, des états dépressifs majeurs. En fait, ils se sentent abandonnés par les copains et les copines. Alors que on sait que c'est très important qu'ils soient bien entourés à ce moment-là et que le groupe de pairs, pour eux, est un groupe ressource. Donc, si on les a informés et que du coup, la maladie ne fait pas peur, alors à ce moment-là, ils vont pouvoir être en cohésion avec l'ami qui est malade. Oui, c'est pas contagieux une maladie psychique, hein. On doit le dire, on doit insister. Est-ce qu'il y a un caractère génétique? Bien sûr. Oui, il y a une part de génétique liée dans ces maladies, oui. Oui.
Mais la transmission n'est pas systématique ou c'est un terrain favorable C'est un terrain qui est favorable. C'est plus un terrain. Des éléments Voilà. Mais c'est concordants pas- vont favoriser l'apparition. Bien sûr, il y a un contexte, un environnement à prendre en compte. Je dirais que c'est quelque chose de favorisant l'apparition de la maladie dans la descendance, mais c'est pas transmissible forcément. D'accord. On peut déjà avoir la fragilité. La maladie, elle peut être sous-jacente. Elle va se déclarer par Ou une pas. prise de drogue ou par un choc émotionnel, style la mort d'un proche ou une déception rupture amoureuse. amoureuse. Eh bien, ça va le déclencher. Mais s'il n'y a rien de tout ça vécu de manière choquante, peut-être que la personne ne va jamais développer la maladie. Alors moi j'ai une question, quand vous me dites que ça peut être déclenché à partir d'un accident de parcours de vie, une déception amoureuse, peut-être la perte d'un emploi ou ce genre de choses, est-ce qu'une prise en charge relativement tôt et rapide, un peu comme l'AVC, peut éviter le développement de cette maladie ou en tout cas l'atténuer? Oui, Oui. je suis assez d'accord. C'est plus rapidement, on va pouvoir intervenir, expliquer la maladie, intégrer la famille dans la prise en charge, pouvoir permettre et l'accompagnement médical et l'accompagnement par un thérapeute. Je dis thérapeute parce que je souhaite englober à la fois les psychologues, mais d'autres thérapies, les thérapies de nouvelle génération comme la sophrologie par exemple. L'important étant de trouver ce qui convient au patient. Mais effectivement, la personne vivra mieux sa maladie si elle est bien accompagnée et si elle ne se retrouve pas d'une certaine manière dans une forme de désert d'accompagnement. Oui, si elle se sent isolée, elle se sent en déficit d'amour, et peut-être que c'est le premier mot avec la bienveillance qui va peut-être l'aider en tout cas. Et non reconnu aussi. On le voit souvent, les familles souffrent énormément d'un diagnostic non posé, ou qui va être posé mais très tardivement, c'est-à-dire parfois plusieurs années après les premières crises. C'est ça, en fait, dès les premières crises, en fait, il faut assurer cette prise en charge. Il faut accompagner, il faut... Alors, j'aimerais vous demander de traduire pour moi, parce que je suis un peu néophyte. Quels sont les indicateurs, quels sont les éléments qui peuvent nous poser des alertes? Une crise de délire n'est jamais anodine. Voilà, si on peut Il y a dire le comme ça. délire, il y a aussi parfois des propos incohérents, parfois une perte de mémoire ou de l'agressivité, où la personne s'enferme dans sa chambre, ne veut plus parler à ses amis. Ou des éclats de rire. Tous ces signes-là, Oui, ça doit alerter. Et il ne faut pas en fait se cacher. Souvent on dit c'est une crise d'adolescence quand l'adolescent s'enferme dans sa chambre. Non, en fait il faut aller au-delà. Et on ressent les signes. Surtout que l'adolescence étant un âge fragile, surtout que les parents parfois ne savent pas ce qui se passe à l'école, s'ils ont pris du cannabis et que ça aide, comme on l'a dit, un déclencheur. Est-ce que l'alcool fait partie de ces déclencheurs aussi? Donc à partir de là, effectivement, les parents ne peuvent ne pas être au courant des circonstances et passer à côté. Et j'ai envie de dire, peut-être comme toute maladie, plus c'est vite pris en charge et mieux c'est. Donc il faut alerter la population sur ces signes. C'est ça exactement, pour éviter une chronicisation et une aggravation des symptômes. Ce sont des maladies qui se traitent, j'insiste bien. Parce que ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'au suicide, malheureusement. Oui, on a parlé de dépression et là tout de suite ça va être clair pour tout le monde. En tout cas, je vous remercie moi sur ce plateau d'être venu partager avec nous cet éclairage sur les maladies psychiques. Ne nous quittez pas parce que cette émission est en 2 parties et nous allons continuer sur cette même thématique dans la 2e partie.